Si les experts constatent que vous vous êtes trompé, c'est un meurtre. Donc maintenant, c'est clair, je m'oppose à vos diagnostics, je n'y crois pas. On est dans un pays démocratique. Je veux une expertise de quelqu'un de neutre. Tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Ce que vous venez de voir n'est pas une fiction. C'est le témoignage de Laurent, mari de Léonce et père d'Adriel, deux patients admis à l'hôpital du CHUV. Basé à Lausanne en Suisse, c'est un établissement réputé. Je me présente, Brian Bigler, réalisateur. Le film que nous allons découvrir ensemble repose uniquement sur des faits. À aucun moment, moi ou mon équipe sommes intervenus pour dévier Laurent de sa trajectoire. Il s'est exprimé librement. Si vous n'avez pas entendu parler de ce film, c'est tout à fait normal. Uniquement 2 médias ont bien voulu en parler, le Quotidien Jurassien et Radio Libre. Nous tenons à préciser que ce film n'est pas contre l'hôpital du CHUV, ni même un système quelconque. Il est simplement là pour nous amener à nous poser les bonnes questions. Il met en lumière la non-communication entre les proches des patients et le corps médical. Et surtout, nos droits. Nos droits qui, parfois, sont bien enfouis. Peu de temps avant l'avant-première du film, qui a eu lieu le 13 juin 2024 au cinéma Hollywood à Montreux, j'ai reçu des lettres de menaces du CHUV. Ils ont tenté de me dissuader de ne pas projeter le film. On se demande pourquoi, alors que depuis le début, nous avons été transparents avec eux. Nous les avons même invités à participer au film, afin d'avoir leur témoignage, leur point de vue sur la situation. Ils ont refusé. Lors de la projection, je les ai même invités à venir et à participer au débat. Ils ont refusé. Ce débat, qui d'ailleurs a été filmé et qui va suivre tout de suite après le film, vous pourrez voir 3 intervenants. Klaus Schusterreider, médecin généraliste qui apparaît dans le film, ainsi que Michel Caillé, juriste et président du mouvement fédératif suisse romand, et bien sûr, notre protagoniste, Laurent. L'heure est venue, mesdames et messieurs, de finalement vous dévoiler ce film. N'hésitez pas, après visionnage, de laisser vos commentaires, vos impressions et de partager le lien du film. Vous avez carte blanche sur cette histoire qui en est une parmi tant d'autres. Mais ce qui la rend unique, c'est que nous l'avons filmée. Le film se trouve juste ici, dans le banc de montage. Et grâce au petit curseur qui se trouve là, nous allons ensemble remonter le temps. Nous allons atterrir au samedi 21 décembre 2019, le premier jour du tournage. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne projection. Alors tu vois là, en fait, j'ai eu une séance avec des docteurs. J'ai tout noté, leur nom et tout, parce que j'ai plus confiance en eux. J'ai tout noté aussi, ce qu'ils m'ont dit et tout, pour être sûr que ce qu'ils me racontent, c'est pas du mensonge. Tout simplement parce que je commence vraiment à en douter. Suite au rendez-vous que j'ai eu avec un docteur qui m'a annoncé bêtement le mort de mon épouse, et puis qu'il allait rien faire en fait. Non seulement il ne va rien faire, mais il interdit des nouveaux traitements. Il interdit des choses qui se pratiquent dans d'autres pays, peut-être même en Suisse. Et là, le CHUV refuse, sous prétexte que des vitamines C à haute dose, c'est toxique pour le corps. Alors je me permets de demander si une chimio intratécale est toxique ou pas. J'ose imaginer que c'est très toxique et c'est ce qu'ils lui ont fait. Et puis qu'on ne soit pas plus ouvert, qu'on me prenne pour un rigolo parce que je propose des solutions naturelles, des solutions d'ouverture à d'autres médecines. Et malheureusement, ils l'ont refusé et ils sont prêts à voir mon épouse mourir plutôt que de tenter ce traitement-là. Super. Bonjour Léonce. Étant fatigué aujourd'hui.
Ça va aller. On est tous avec toi. Ça va, Léonce? Ça va, Léonce? Au plus fort. Ouais. Tu vois le topo, hein? Super. C'est un monde très technique où la place de l'humain a très peu de place. En fait. Et ils ont juste oublié la vie. Ils tentent de soigner en tuant des cellules alors qu'il faudrait les régénérer. Grave faute et qui peut être parfois fatale. C'est-à-dire que le traitement HTLV a un impact directement sur le lymphome et qu'en traitant le HTLV, ma foi, on traite en même temps un peu le lymphome, si on veut bien. Alors, le seul truc, c'est que c'est un lymphome cérébral, donc c'est le truc qui est un petit peu embêtant, c'est qu'elle ne se réveille pas vraiment, elle est là, mais sans être là, et puis elle ne peut pas avaler. Elle serait là, elle pourrait dire ce qu'elle a envie, elle pourrait même se lever, éventuellement me voir sortir, et puis venir suivre un traitement chez vous. Le problème, c'est qu'on est à leur merci, et ils en abusent. J'ai un respect pour la médecine et pour ce qu'on fait. Je ne suis pas en train de mettre un pavé dans la mare en disant que c'est n'importe quoi. Ce qui ne va pas, c'est où est le bon sens aujourd'hui. Et il y a un postulat de médecine qui est très clair. D'abord, ne pas nuire. Voilà. Alors, ils disent que votre traitement, il nuit. Mais sur la base de quoi? Aucune idée. D'une personne. Ça, je leur l'ai dit quand même. Non, mais c'est une personne. Je leur ai dit, vous avez fait analyser ce projet-là par une personne. C'est même pas un cortège d'experts ou de je ne sais quoi qui dit ça, c'est une personne. Donc je trouve ça juste un petit peu grossier. Et surtout qu'ils ne présentent aucune solution. Moi, ça fait toute la semaine, je crois tous les jours, on m'a annoncé la mort de mon épouse. Je lui l'ai dit aujourd'hui, j'ai dit comment voulez-vous mener à bien un traitement si vous-même vous y croyez pas? Parce qu'il me reproche, tenez-vous bien, d'être trop positif. Il m'a dit, mais vous avez compris la situation, mais vous vous rendez compte que vous êtes positif? Et puis ils sont même fâchés parce que je pleure pas. Parce qu'on me le reproche. On me dit, mais vous êtes trop optimiste, monsieur. Mais vous allez bien? On me demande si je vais bien, en fait. On me demande même, pas parce que je m'effondre pas devant eux, ils trouvent ça pas normal. Et on me le reproche clairement maintenant. On vient me dire, mais vous travaillez jamais. Mais vous foutiez quoi ici, en fait? Et puis, vous allez bien, vous devriez être en arrêt de travail. Comment ça se fait? Et on me reproche d'être optimiste et heureux. C'est très grave quand même. Je m'excuse de ne pas pleurer. Pour oser proposer un traitement de la sorte était criminel. Vous maintenez vos termes ou pas? Puis j'étais prêt avec le stylo comme ça. Et il ne l'a pas maintenu. Après il a dit non, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est de lourdes conséquences, enfin, pour rien avoir en fait. Mais ils n'ont rien compris en fait. Non. Alors il m'a dit ils ne savent pas le raisonnement qu'il y a derrière, parce que d'une part, ils ne sont pas formés, d'une part, ils n'ont pas accès à cette connaissance avancée de la micronutrition raisonnée, et les éléments qui ont été proposés, pour moi, ne sont pas valables. Ils ont dit non, ce traitement est dangereux. Donc on ne peut pas l'admettre. Mais dangereux par rapport à quoi? Je sais même pas. Non, dangereux c'est un grand mot. Il est toxique. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. Mais non. Alors toxique pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire justement. C'est pour ça que je leur posais la question, quelle est la différence entre la chimio et ce traitement-là? Du traitement, mais comment on peut dire une chose pareille? Le traitement qui est en cours est toxique. Donc la seule manière que vous ayez aujourd'hui... c'est la sortir de là.
Et dans le passé, c'est juste une question, vous savez par hasard s'il y avait, je reviens un peu au passé maintenant, s'il y avait des traumatismes importants. De quel type? Traumatisme. Et est-ce qu'elle était agressée gravement dans sa jeunesse? Elle disait quelque chose une fois. Est-ce qu'elle a vécu des abus sexuels ou quelque chose? Je sais pas. Du traumatisme, j'ai envie de dire oui. Clairement battu ou des choses comme ça par les parents, par exemple. Un père qui n'aime pas ses propres enfants, qui les bat. Je sais pas, pendant la nuit, on réveille tout le monde et puis on les frappe sans vraiment de raison, ils ne savent même pas pourquoi. Enfin, ça a été assez loin, jusqu'à quand même sortir la corde et puis faire le nœud des pendus et puis toi, on te pend, quoi. Donc, c'est bien possible que le psychisme traumatique dans son enfance était toujours là. Ça me parle. Il y a un fait que j'ai pas dit. C'est qu'à l'âge de 20 ans, elle était enceinte de jumeaux. Ses parents ont clairement refusé, l'ont affamée, l'ont maltraitée au point où, à 9 mois de grossesse, ils sont sortis, morts-nés les deux. Et le lien, alors il est très vite fait, c'est qu'on avait entrepris d'avoir un enfant au mois de juin. Par rapport à ce que vous me dites aujourd'hui, le lien il est clair. Ouais, okay. On l'a affamé, on l'a maltraité jusqu'à ce que les enfants meurent. Elle les a accouchés à terme, morts-nés. On peut alors imaginer qu'il y avait un essai de fertilisation qui était un échec, mais qui a réveillé, qui était le facteur déclenchant pour réveiller des anciens traumatismes qui ont monté. C'est là où elle a commencé à reparler de tout ça en fait. Ah, d'accord. Okay. Autrement, on ne parlait pas trop. Je savais déjà parce qu'elle m'en avait parlé, mais ce n'était pas l'objet de nos discussions. Je vous conseille fortement de donner ce produit-là. Encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez accès toute la journée chez vous. Non, jusqu'à 19h. Donc ça sera demain. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Ça sera demain en fait. Ouais, ok. Ça, c'est un produit spécifique pour les gens traumatisés, torturés. Alors on a vous donnez tous les jours une goutte. Alors je vous conseille vraiment d'en parler avec les collègues et dire écoutez, j'aimerais lui donner un produit homéopathique dilué. C'est-à-dire il n'y a pas de substance, c'est juste une modification de l'eau, puisque l'eau a une mémoire. Oui. Et il faut que ça passe dans l'estomac ou dans la bouche, non. Ça suffit. Non, je vais vous montrer comment le faire. Vous l'agitez comme ça, avant, et tout ce que vous faites, vous appuyez là, une goutte dans la bouche. Okay. Et ça peut, si notre hypothèse est correcte, qu'au fond, toute la clinique
tous les phénomènes cliniques étaient déclenchés par un traumatisme réveillé. Et tout ce qu'on discutait tout d'abord, d'autres phénomènes, le lymphome, le virus, etc., un potentiel Guillain-Barré, d'autres phénomènes neurologiques sont juste les conséquences de cette fatigue, puisqu'elle revivait quelque chose. Ça, c'est l'antidote cela permet à intégrer le traumatisme, et en intégrant le traumatisme, l'énergie va être libérée pour se défendre mieux contre tout ce qui s'est passé par la suite. Alors de toute façon, ça va lui pas faire du mal. Même si moi je bois tout le flacon, ça ne va pas lui faire du mal. C'est de l'eau en fait. Nous sommes à 1 heure de la cérémonie. J'ai envie de dire que la tension monte. Je ne comprends toujours pas. Je ne réalise pas. Je ne comprends pas non plus certains points de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. On parle de 2 mois et demi. Où notre médecine, elle a refusé des traitements qui étaient, somme toute, insignifiants. On peut argumenter, on peut dire que c'était toxique. Je ne vois pas comment un jus d'orange concentré est toxique. Ça, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient tellement peur qu'un petit traitement réussisse, alors qu'eux ont échoué au bout de 2 mois et demi. Ils avaient tellement peur que ça réussisse qu'ils ont refusé de l'administrer. Moi, j'appelle ça de la non-assistance en personne en danger. Le CHUV a tous les droits, personne ne peut intervenir sur le CHUV. C'est Dieu, en fait. Et ça, il faut que ça change. Aujourd'hui, j'ai un ressenti d'immense tristesse. Je ne veux pas en parler maintenant, mais je pense qu'on va se retrouver plus tard. Je suis consterné que dans un pays soi-disant démocratique, soi-disant développé, on en soit encore à une médecine de 1900, à une médecine de tous les débuts, qui connaît rien, qui ne sait rien et qui impose son diktat. Et ça, je ne le tolérerai pas. Je suis très amer aujourd'hui parce que ces médecins touchent des salaires pour ça, des bons salaires d'ailleurs. Et moi, j'enterre ma femme. Voilà 2 mois que Léonce est décédée. Si j'ai accepté maintenant spirituellement son décès, des interrogations restent suspendues vis-à-vis du CHUV. Et c'est assez pénible à vivre pour moi au niveau du deuil. Le cimetière est sur la route pour aller à la maison et je vois la croix qui dépasse. C'est la seule croix d'ailleurs qui dépasse du mur du cimetière. Donc ça me rappelle chaque fois que je franchis, que je prends ma voiture en fait, ça me rappelle la catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. Spirituellement, j'accepte bien les choses parce que je la sens très proche de moi en fait. Je me sens un peu entouré d'un amour, d'abondance, de quelque chose d'assez inexplicable. Ça fait peut-être 2-3 semaines maintenant que je me sens plutôt bien et que je la sens très présente autour de moi. Donc spirituellement, je dirais que ça va, je sais qu'elle est heureuse, je sais que tout va bien pour elle. Et pour moi, je sais que
que la mort n'est qu'un passage à autre chose. Donc je ne suis pas trop inquiet de ce niveau-là. Reste la séparation qui est très pénible. Ça, alors je dois l'avouer que chaque jour, c'est pas très drôle de rentrer à la maison. Et je ne sais plus trop pourquoi je fais tout ça. J'ai beaucoup de travail à faire que je faisais très volontiers avant. Et aujourd'hui, la motivation n'y est plus du tout parce que je ne sais même pas pourquoi je le fais. Si c'est que pour moi, j'ai pas besoin de tout ça en fait. Donc, de grandes interrogations sur la suite de ma vie, sur les directions que j'ai envie de prendre, sur une philosophie différente qui arrive, une autre vision de voir la vie. Et ça, c'est quelque chose de très grand que j'apprécie, et je pense qu'il faut des événements comme ça à chacun pour remettre sa vie dans la bonne direction. Donc de ce côté-là, spirituellement, tout va bien. Je suis en paix. Physiquement, il est là le problème. C'est, comme je l'ai dit avant, le CHUV qui n'est pas du tout transparent, qui m'avait promis le dossier. C'est un petit peu compliqué parce qu'un grand dossier, c'était du mensonge, il faut le dire. Ça, tout le monde l'a compris maintenant. 2 mois après, ils m'écrivent qu'ils ne pourront pas me donner le dossier parce qu'une commission du CHUV décide que ça doit rester secret. Donc moi, je peux que penser qu'ils ont fait des conneries et qu'ils sont en train d'essayer de les cacher. Et je le pense parce que je leur avais écrit déjà pendant l'hospitalisation et chaque fois qu'ils ont fait des bourdes, je leur ai écrit. Donc ils ne peuvent pas dire que c'est à cause du décès que je veux me venger d'eux ou je ne sais pas quoi, que je n'accepte pas la mort ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout le cas. Pendant qu'elle vivait, que j'avais encore l'espoir, il faut savoir que j'y ai cru jusqu'à quasiment que son cœur s'arrête parce que même quand ça descendait, j'ai vu la machine quand même qui montrait que le cœur était en train de s'arrêter. Ça a duré peut-être 2 minutes quand même. La machine descendait régulièrement comme ça, c'était atroce. Mais j'y ai cru jusqu'à ce que la machine marque 0 quand même. Donc j'y croyais, donc c'était pas une question de revanche sur le CHUV et autres, mais quand même, il faut savoir qu'ils ont fait des boulettes et ça, mon intuition et mes réflexions et ce que j'ai vu, parce que quand vous avez 2 médecins qui se tiennent la tête, qui disent catastrophe, ils ont fait n'importe quoi, je peux imaginer que c'est du sérieux quand même. Quand c'est des chefs de clinique et puis le chef du chef de clinique qui se tiennent la tête et qui disent « Ah mais quel con, ils ont fait des conneries et tout », je peux imaginer qu'ils en ont fait une belle. Je leur ai écrit, ils n'ont jamais répondu. Aujourd'hui, je leur demande des comptes, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me donner le dossier. Que voulez-vous que je pense? J'ai été voir un avocat mercredi. Il est en train d'étudier le dossier. C'est un avocat en général qui ne perd pas ses affaires. Donc il va me dire s'il accepte ou pas. S'il accepte, c'est que je vais gagner. Ça fait 4 mois que mon épouse, Léonce, est décédée au CHUV, aux soins intensifs. Et me revoilà 4 mois après, pour mon fils, au même endroit, et même docteur, j'ai envie de dire. Donc ce qui s'est passé, j'aimerais déjà signaler que j'ai un petit peu changé au niveau spirituel. J'ai eu un appel après le décès de Léonce, où je me suis sérieusement remis à prier. En gros, jour et nuit. La deuxième chose, c'est que mercredi, en pleine nuit, j'avais aucune raison de me réveiller. D'ailleurs, je me réveille jamais. Et là, il y a quelque chose qui m'a poussé à me lever et j'ai trouvé mon fils étendu au milieu de la chambre en train de donner son dernier souffle. J'ai appelé les urgences. Ils sont venus avec 2 ambulances, un hélicoptère, enfin tout. Même le médecin légiste était déjà là, donc c'est pour dire s'ils étaient
rassurant. Et ils ont emmené mon fils au même endroit, aux soins intensifs. Donc voilà. Et je me retrouve dans la même situation maintenant. Il est dans le coma. Ils m'ont même annoncé la mort cérébrale depuis hier. Donc pour eux, le certificat de décès, c'était hier à 11h et des poussières. Ce qui est surprenant, c'est que tout le corps fonctionne. Et ce qui a changé, c'est que, comme je vous le dis, je prie et je ne crois au miracle. Donc je crois vraiment que Dieu peut faire quelque chose pour lui. On a mobilisé pas mal d'églises, pas mal de gens qui prient, et tous nos proches prient pour lui. Et je crois sincèrement que Dieu peut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui enlève toute spiritualité. Ils ne sont incapables de comprendre quoi que ce soit. J'ai essayé de leur expliquer que là où la science s'arrête, c'est Dieu qui continue. Ça, c'est biblique. Mais vous parlez à un mur. C'est juste pas possible. Donc, j'ai dû exiger certaines choses, faire appel au droit. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses assez curieuses. Dans le sens qu'ils ont déclaré la mort clinique sans avoir fait même un scanner. Donc ils ont fait juste quelques petits examens et ils déclarent une mort cérébrale. C'est très surprenant. Ils ont refait un scanner aujourd'hui et on verra demain lors d'une autre discussion s'il y a des suites à donner ou pas. Pour le moment, eux, ils campent sur leur position. Il faut arrêter toutes les machines. Et moi, je ne suis pas d'accord. Très déterminé. Tu as vu, quand ça ne va plus, là, ça commence à lever le ton. Parce que tu as osé dire non. Puis après, ils voient qu'ils sont ridicules. Alors on essaye une autre manière. On envoie le médecin cantonal pour une autre méthode. Mais la méthode, elle est claire. On essaye de ramener le sujet sur un autre domaine. Ah oui, mais qu'est-ce qui est arrivé au fait? Puis le gars, il essayait de nous culpabiliser, tu vois. C'était une autre méthode. Il a voulu, trouver l'erreur. Voilà, pour dire, ah mais vous voyez, vous êtes en faute, vous. Alors s'il vous plaît, maintenant vous allez nous écouter. Et puis c'est tout ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je ne remets pas en cause le diagnostic. Sauf que moi, je crois au miracle. Tous, en fait. Tous ceux qui sont dans cette salle à part les médecins, croient. Mais comme ils ne veulent pas l'entendre, il faut bien gagner du temps. Exactement. Tant qu'on entre dans leur jeu, c'est tout. Il faut être aussi rusé que le serpent pour pouvoir m'amadouer le serpent. On va essayer de le mordre. Je suis allé chez le médecin pour avoir un certificat médical. J'aimerais qu'on m'arrête un petit moment quand même. Et il y a eu une grande chose qui s'est produite, c'est que je suis arrivé en face du médecin. Il m'a même pas demandé qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. Il m'a demandé de prier. Donc on a prié pendant 45 minutes. Et il m'a dit de prier pendant le débranchement et de prier après le débranchement. Ça veut dire de ne pas arrêter de prier. Je prends ça pour un signe parce que je le connais quand même, ce médecin. Je ne savais pas qu'il avait eu des révélations ou des choses comme ça. Donc on a prié les deux ensemble et c'est tout ce qu'on a fait pendant 45 minutes. Je ne sais pas comment il va facturer d'ailleurs, parce que je ne crois pas que dans Tarmed il y a prière, mais voilà. Donc c'est fantastique. On lâche rien. On m'a fait du mal, Brigitte. Brigitte, on m'a tout enlevé. La foi, ouais. Bah, quand je vois ça, moi, je vois pas la foi. Hein. La foi, elle se... Puis même au moment où c'est fini, là, tu as foi que c'est Dieu qui l'a pris. C'est ça. Donc tu acceptes si tu aimes Dieu.
comme on le dit. C'est pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, tu vas faire comme tout le monde. Hein. Moi aussi, j'ai demandé qu'est-ce que je vais faire. On m'a dit arrête, hein, maintenant la vie continue. Donc, si elle me demande qu'est-ce que je vais faire, je vais lui dire, mais arrête, la vie continue, hein, je te jure que j'ai la preuve que c'est vrai. Parce que là, il y a 4 mois que Léon s'est décédé, je te jure que je me porte bien. Purée. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Salut Fred, on va sans doute débrancher les appareils cet après-midi. Donc si tu veux encore le voir une dernière fois, il faudrait venir assez rapidement. Moi je serai là à 14h30 parce que j'ai un rendez-vous maintenant. Donc à partir de 14h30 je suis sur place, mais tu peux venir quand tu veux. Il y a déjà Jeune qui va aller, il y a Jamie qui est là-bas. Donc voilà, tu es cordialement invité. Nous croyons, Seigneur, que cette situation n'est pas désespérée parce que Adriel t'a connu, parce que Adriel a mis sa confiance en toi. Et avec espoir, Seigneur, nous croyons, mon Dieu, mon roi, le retrouver, mon Dieu, un jour dans ta gloire, un jour dans ta grâce, un jour dans ta félicité, parce que c'est toi, Seigneur, qui est le donateur de la vie, et c'est toi qui ressuscite toutes choses. Sois béni à jamais, sois élevé à jamais. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, Philippe, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ouais, je vais bien, merci. Je te dérange là, ça va? Non, non. Ok. Eh, écoute, je t'appelle parce que j'aurais besoin de tes services à nouveau. Oh. Ah ben, en fait, qu'est-ce qui... C'est dans ta famille? C'est la même personne que tu as déjà vue en fait. Ça concerne Laurent. Oh, C'est pas lui, hein. ouais. Il a perdu son fils. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Ouais, son fils, tu as rencontré. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? Un arrêt cardiaque pendant la nuit. C'est pas possible. À cause d'un taux de sucre trop élevé, ça a tourné en crise d'acétone et ça a arrêté le cœur. Et puis je l'ai réanimé pendant 19 minutes. Mais le problème, c'est que ça a duré trop longtemps et puis c'est le cerveau qui a fait un œdème et puis il y a eu mort cérébrale. 2 jours après, je crois. Comment vous vous sentez? Moi, ça va, je supporte le choc en fait. Parce que je pense que c'est dû au premier cas. Hein. Je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et puis aujourd'hui, ça va. Voilà ce que m'envoie Arthur. De belles photos, le mariage avec sa sœur. Beau gosse. Un peu plus barbu maintenant. Voilà, ça, elle est magnifique cette photo, j'adore. Ça aussi, c'est des très belles photos. Le mariage. Elle était belle, hein? Très beau jour,
simple mais efficace. La simplicité, ça c'était Léonce. Un petit repas sympa, voilà, notre péché mignon, la bouffe, et le naturel, comme je l'aime. C'est juste magnifique, mais en voulant, je sais pas ce qu'il cherche en fait, parce que c'est quand même bizarre de revenir sur... Lui, il a recommencé le décès d'il y a 4 mois, il fait chier. J'ai cru au réveil jusqu'à maintenant, tu vois. J'imagine le dernier jour, on l'a passé ensemble parce que j'ai pas été travailler le dernier jour, tu vois. J'ai travaillé à la maison. On s'est fait une bouffe à midi. Et puis le soir, il n'avait pas tellement faim. C'était sans doute les signes avant-coureurs de ce qui lui arrivait. Sûrement. Lui, il a dit que c'était une gastro, sûrement. Et puis voilà. Donc il a pris un Panadol. Et puis... à 5 h du matin, c'est là que je l'ai trouvé. Et puis qu'il a fallu agir vite. Pas assez vite, visiblement. Ouais, ça fait juste chier quand même. Hein. Ça alors... Waouh. C'est ce lieu-là. Le 2 janvier, c'est la dernière fois que j'ai vu Léonce, c'est le 2 janvier. Elle était là, exactement au même endroit. Le 2 janvier, ça fait 4 mois, à quelques jours près. Jour pour jour. Wow. Qui l'aurait imaginé? C'est un bon type, quoi. J'ai appris à le connaître ces 2 derniers mois, puis je peux te dire que c'est un bon type. Vraiment serviable, respectueux. Il me demandait si la musique est trop forte. Il me demandait si c'était trop tard pour écouter de la musique. Si je faisais trop de bruit parce que je voulais dormir. Ça, c'est des gestes que j'oublierai jamais. C'est profond quand même. On a bien rigolé. Enfin, on a passé 2 mois de paradis. C'est un adieu. Je te reverrai plus. C'est la dernière fois. Et tu es là. Tiens, il me fait chier, d'habitude ça va mieux, non? Purée. À chaque respiration, tu as toutes les lunettes qui deviennent buées, c'est catastrophique, quoi. Vive le coronavirus. C'est pour ça, moi, j'attends bien que ça tasse, parce que je veux que... Je connais Léonce et les maniaques, hein. Donc elle veut pas que ça tombe, ça, comme ça. Le temps s'est arrêté, donc depuis le décès de Léonce, il n'y a plus rien qui s'y passe. Il y a des affaires à Léonce de l'hôpital, j'ai rien fait. J'ai tout laissé comme ça. Elle a son ordi. Tout est resté comme elle l'avait posé. Ça n'a pas bougé. C'est figé. Je sais que c'est pas bien. On m'a dit que j'étais taré, mais c'est comme ça. Pour le moment, j'ai pas pu. Je sais pas. Il y a ses chaussures, il y a plein de trucs en fait. Puis il y a sa robe de mariée, mon costume de mariée.
Si on veut changer de candidat, ben maintenant, la chambre de mon fils. Alors c'est voilà où il chantait, il avait commencé à... Enfin pas commencé, il y a longtemps qu'il faisait, mais là il se donnait vraiment. Et puis ben voilà, l'objet du... C'est là où il est mort en fait. Je l'ai retrouvé là. Comme ça. Alors je sais pas s'il a cogné la tête, j'en sais rien. Il était comme ça sur le dos, donc je peux imaginer qu'il est tombé. J'ai une photo d'ailleurs, j'ai pris une photo. Puis on voit les petits scotch encore pour faire tenir les appareils électriques. Là. J'ai déposé plainte pénale contre le CHUV. C'est quand j'ai demandé le dossier médical de Léonce. Et qu'une commission nommée par le CHUV, bien sûr, a décidé qu'il ne pouvait pas me le donner parce que pour des raisons X, je ne les connais même pas vraiment, ils sont très flous, c'est des aspects juridiques, pour des raisons éthiques, souvent ils sortent le mot éthique, alors pour des raisons éthiques on ne peut pas vous donner le dossier. Alors ça cache quelque chose et puis ça m'a décidé clairement de faire une plainte pénale. Donc c'est plus contre l'établissement en fait que contre des médecins qui auraient fait une éventuelle erreur. C'est plus contre cette arrogance. Et il faut juste savoir qu'il n'y a pas de droit de recours, ils font une décision, c'est comme ça, ils sont intouchables, on ne peut plus rien faire. Et j'ai été voir un avocat, il m'a dit on ne peut rien faire si ce n'est une plainte pénale. Il n'y a qu'un procureur qui peut rentrer dans les dossiers du CHUV. Mon cas est un petit peu différent, ce n'est pas des décisions qui ont été erronées ou autres, c'est simplement un fait technique. Ils se sont ratés dans un scan. On appelle ça le PET scan, c'est pour savoir si en gros tu as le cancer ou pas, ou s'il y a quelque chose, des glandes ou quelque chose qui pourrait présenter des alertes au niveau cancer lymphatique. Et puis ben, ils ont raté le truc parce que il y a des préparations qui doivent être faites quand on fait un tel scan. Et puis ben, ils se sont trompés, ils ont laissé le glucose alors qu'il ne faut pas de sucre en fait dans le sang pour ça. Donc en fait 24 heures avant ils doivent arrêter tous les apports de sucre. Puis eux ils ont continué jusqu'au PET scan justement. Donc en fait le document il est très clair. Ils pensent que les préparations ont été faussées, que ça joue pas, mais ils disent quand même que vu le résultat, ils pensent que tout va bien. Mais ils proposent quand même de refaire l'examen. Et c'est là où ça se gâte, c'est qu'ils l'ont refait, mais 1 mois et demi après, sans inquiétude, ils ont laissé faire les choses. Ils disaient non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis, ben, je rappelle quand même qu'elle en est morte. Donc, ils ne veulent pas avouer qu'il y a eu une négligence. Moi, je pense que c'est une négligence, tout simplement. Ils ont oublié de refaire ce PET scan. Puis quand ils ont vu vraiment que ça n'allait pas, c'est 1 mois et demi après qu'on y repense. Puis on dit, ah bah, il faudrait peut-être le faire. J'entends bien à ce qu'ils répondent de leur négligence et que le grand CHUV intouchable, eh bien, rende des comptes à la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces établissements, bah, ils vivent grâce à nous, hein. Il ne faut pas inverser les choses. Et on a le droit de savoir ce qui s'y passe, on a le droit quand même de savoir comment ils gèrent ça. Et le grand CHUV, l'arrogance de ces médecins, on l'a vu pour Adriel, ils sont orgueilleux, vaniteux, je suis l'autorité, je suis l'autorité, je suis l'autorité. Eh bien, c'est le peuple qui a l'autorité, c'est pas ces personnes-là. Ces petits roitelets à qui on a donné du pouvoir et qui se croyaient intouchables, eh ben moi, je pense que je souhaite vraiment que cette plainte pénale aille jusqu'au bout et que la vérité puisse sortir, éclater au grand jour et puis qu'ils se remettent un petit peu en question. C'est un peu comme le scan. J'ai demandé le scan pour mon fils, hein. Bah, il est toujours dans l'enveloppe, je n'ai rien à foutre, ils me l'ont donné, c'est tout ce que je voulais, c'était qu'ils osent me donner le document.
Moi, je pars du principe que s'ils m'ont donné le document, c'est que c'est clean. Mais quand on le donne pas, c'est pas clean. Il y a un problème. Et ça m'a donné envie de creuser. Donc c'est eux qui sont pas malins. Ils m'auraient donné le dossier, un dossier, je sais pas moi, de 2 mois et demi de soins intensifs. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je suis pas médecin, j'y connais rien. Il serait resté dans l'enveloppe et puis j'aurais jamais déposé plainte, en vrai. C'est là où ils sont pas malins. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils en deviennent bêtes. C'est comme la lettre que j'ai reçue hier, hein, où ils commencent à menacer, dire qu'on n'a pas le droit de faire un film et que ça doit rester privé et autres. Ils ne se basent sur aucune loi, ils ne se basent sur rien du tout. C'est une lettre du grand Manitou, hein, quand même, président, directeur général du CHUV, Eckert, qui m'écrit en personne. C'est pour dire qu'ils ont vraiment les chocottes, puis qu'ils ont vraiment peur que ça sorte, en fait. Ils ont vraiment peur. Ça, quand j'ai vu cette lettre, je me suis dit, j'ai touché juste. Parce qu'ils chient dans leur froc, la vérité. Le dindon, là. Donc le dossier est parti. Il est parti chez la procureure, chez tous les médecins du CHUV et une copie m'attend à la maison. Ce dossier est reparti suite à la lettre d'une 50aine de pages du CHUV. Ce qui ressortait surtout de la lettre du CHUV, c'est qu'ils ont focalisé sur l'examen raté. Ils ont voulu s'expliquer. Ils ont voulu prouver qu'ils étaient bons, qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils n'ont fait aucune erreur. Le problème, c'est qu'en prouvant cela, ils ont prouvé tout le reste. Ils ont prouvé qu'ils ont obligé de traiter le HTLV, qui est la source de tous les maux, hein. Même eux le disent. C'est dans les rapports, c'est dans les textes, c'est dans le dossier. Ils disent que le HTLV a créé le parasite qui infestait les onces. Entre nous soit dit, ce parasite, il a été traité en 5 jours et il a été tellement bien traité qu'elle ne s'en est pas réveillée. Elle a été traitée avec l'ivermectine vétérinaire. C'est un médicament pour les animaux. Et il y a une seule personne qui peut autoriser ce médicament, c'était le médecin cantonal Boubaker, Karim Boubaker, pour ne pas le nommer. Et ce dernier devait s'assurer de certaines choses, des allergies, et notamment il devait rechercher une lose. Ça, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet dans des dossiers scientifiques. Et en fait, quelqu'un atteint d'une lose, par exemple, a forcément, quand on administre l'ivermectine vétérinaire, des problèmes cérébraux qui impliquent un retard de réveil. C'est assez courant et dans les proportions, on peut dire que c'est 80% des gens. Alors, ils n'ont pas fait cette opération-là, en tout cas, ça ne figure pas au dossier. Et visiblement, ils ne se sont pas inquiétés des effets secondaires et des précautions d'usage pour l'octroi de ce médicament. Et on lui l'a administré pendant 5 jours. Et visiblement, il est la cause d'une intoxication. Eh bien, le CHUV dit qu'il n'y a pas d'erreur dans le PET scan, sous-entendu qu'il n'y avait pas de lymphome. Donc ça, c'est un point très important parce qu'il sous-entendait que oui, elle était déjà atteinte de lymphome avant, c'est pour ça qu'on n'a pas pu la traiter, elle était difficilement transportable, elle était complètement dans le coma. Quelqu'un complètement dans le coma ne peut pas ouvrir les yeux, ne peut pas serrer les dents quand on veut lui brosser les dents. C'était pas quelqu'un dans le coma, c'est quelqu'un qui pouvait pas bouger. Et ça, c'est un autre point que j'ai découvert dans le dossier. Si elle pouvait pas bouger, c'est pas qu'elle était inconsciente, c'est que c'est des effets ou des conséquences
de ce virus HTLV1 toujours. Eh bien, il faut savoir que ce HTLV1 a été diagnostiqué et confirmé le 24 octobre, ça veut dire 4 jours après son entrée aux soins intensifs. Et elle a été traitée de ce fichu HTLV1 le 28 novembre. On parle de plus d'un mois après. Il y avait une réapparition des parasites. Donc en fait, ils n'ont pas soigné ce fichu HTLV1. Ce n'est plus une simple erreur de PET scan, mais c'est une erreur médicale collective. C'est beaucoup plus grave. Comme par hasard, dans le dossier final, donc après le décès, on parle des plasmaphéreses, qui sont des dialyses en fait destinées à purifier le sang. Il faut imaginer qu'une dialyse, on change tout le sang. C'est-à-dire que l'entier du sang est filtré. Et il faut savoir qu'habituellement, quand on fait une dialyse, eh bien, c'est à peu près une fois toutes les 2 semaines et c'est très pénible pour les patients. Léonce en a subi pas 3 comme c'est marqué dans le dossier, mais 7. Et 7 d'affilée. Ça veut dire en 9 jours, elle en a eu 7. On a vu par contre des améliorations énormes. Ça veut dire qu'ils avaient touché juste. Il y avait des effets sur sa motricité. Ça allait beaucoup mieux dans le visage. Elle ouvrait les yeux, elle grimaçait. Elle faisait des choses qu'elle ne faisait pas avant. Le mois de décembre, en fait, il y a d'énormes progrès au niveau de Léonce. Ils font aussi un traitement du lymphome par chimiothérapie. Et là, elle commence carrément à avoir des résistances dans le bras. Ça veut dire qu'elle était molle. Ils appellent ça, comment déjà? Ils appellent ça en état flasque, quand vous êtes comme ça. Et tout à coup, quand je prenais son bras, il y avait une résistance. Elle tremblait, c'est vrai, mais il y avait une résistance. Donc tout ça, on voit que si on l'avait soigné 1 mois avant, on voit qu'on aurait touché juste. Et en fait, c'est juste une chose qui l'a rattrapé, c'est le lymphome. Parce qu'il a été foudroyant, 3 jours en fait. Qui dit traitement du HTLV1, ça veut dire plus de parasites. Traitement du HTLV1 dit plus de raison d'avoir un lymphome. Et on avait résolu tout le problème. Donc en fait, il y a eu une intoxication du sang trouvée par ces plasmaphéreses intensives. Ça prouve qu'ils n'ont pas soigné le HTLV1 alors qu'ils connaissaient sa présence et les causes. Et que, fidèle à lui, le HTLV1 a généré le lymphome qui a tué Léonce. Dieu m'a permis de faire une analyse impossible pour un simple Pékin comme moi. Cette analyse, j'ai pu la faire. Cette analyse coïncide avec mes notes que je faisais chaque jour. Elle coïncide avec le dossier médical que le CHUV lui-même a tenu. Elle coïncide avec ma plainte que j'ai formulée. Il ne faut pas oublier que j'ai formulé cette plainte très précisément alors que je n'avais pas le dossier médical. On refusait de me le donner. Aujourd'hui, on sait pourquoi. En rouge, c'est la conclusion du docteur Ador qui date quand même du 5 novembre déjà, qui dit qu'il y a de très fortes suspicions que la cause du non-réveil est d'origine toxique sur l'ivermectine. On traite le HTLV1 au vu que peut-être est la cause de tous les problèmes. Et on sait aujourd'hui que c'était la cause de tous les problèmes. Et on a attendu 1 mois et demi avant de s'intéresser à ce problème-là. Le temps que Léonce s'épuise, le temps qu'on ne puisse plus la soigner, le temps que le lymphome se développe, le temps qu'on mette toutes les conditions pour son futur décès. Ce que tu lis dans la Bible, il faut le faire. Et puis cette vie de sainteté, il faut la vivre vraiment. Et quand tu arrives à ça, c'est pas facile, mais quand tu arrives à ça, je peux te dire que tu as presque tout ce que tu veux dans la vie. Et c'est ce que j'ai compris avec ces 2 décès.
C'est un appel clair. Aujourd'hui, je sais même pourquoi je suis sur cette terre, parce qu'il a parlé, il m'a dit, et je sais aujourd'hui pourquoi je suis là. Et c'est très important. Donc, je ne veux pas dire que ces 2 décès étaient une bénédiction, parce qu'ils auraient pu vivre encore un petit bout de temps, mais sur l'éternité, 19 ans ou 100 ans, ça n'a pas trop de différence. 35 ans ou 100 ans, le résultat, il est où? C'est presque la même chose, hein, sur l'éternité. Donc j'ai envie de dire, ils sont partis. C'est ceux qui restent qui sont un peu tristes des fois. Mais globalement, ça ne change rien. Et je pense clairement que ces 2 décès, pour moi, ont été une bénédiction pour ma vie spirituelle. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Et aujourd'hui, on pense le contraire. Donc voilà. Voilà ce que m'a rapporté ces 2 décès. Merci. À tout à l'heure. Tu sais, j'ai pas l'habitude d'utiliser du tout ce bouton. Je parais une gaoise ou paysanne, hein, tu vois. À tout à l'heure. Merci pour la conversation et que Dieu nous garde. Je libère mon cœur. Merci pour tout ce que tu as fait, tu fais et que tu feras pour moi. Merci beaucoup. Ciao. Laurent, est-ce que tu peux nous raconter à tous, ce jour-là, j'ai pas pu être là pour filmer, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au chevet de Léonce avec le remède que le docteur Klaus Schusterheider t'a remis la veille de son décès? Il faut savoir qu'il venait de m'annoncer que Léonce ne passait pas la journée. Donc, grosse tension. Quand je dis tension, c'est terrible. Ils avaient même dit, hein, venez avant 14h parce qu'à 14h, elle n'est plus là. Donc j'étais au bureau, donc je me suis rendu très rapidement au Juve et j'avais le petit flacon qu'on a vu dans le film avec moi. Et le docteur m'avait clairement dit, il faut leur demander, il faut leur dire, et puis voilà. Moi, je n'ai pas pris le risque, je vous le dis franchement. Je lui ai donné cette goutte d'eau sur la langue, sous la langue, je crois. Et 15 minutes après environ, il faut savoir que ça faisait 2 mois et demi qu'elle ne bougeait pas. 15 minutes après avoir administré ça, elle m'a serré la main de manière forte, elle m'a regardé, elle commençait vraiment à bouger et autres, et il y avait quelque chose qui se passait. Malheureusement, le CHUV a pris ça pour une crise d'épilepsie, et puis ils ont donné un médicament qui l'a assommé définitivement. Voilà ce qui s'est passé. Et on peut aussi comprendre la réaction du CHUV qui n'a pas été formé ou peut-être ouvert à ce genre de traitement, d'où le manque de communication. Mais je vous rassure, hein, moi j'ai pas été formé non plus. Hein. Mais tu as l'ouverture d'esprit, tu vois. Voilà. Sur quelle base? On a parlé de l'ivermectine vétérinaire SC. Donc le médecin cantonal a donné une autorisation pour administrer ce médicament. Je ne sais pas comment il fait pour pouvoir donner cette autorisation. Parce qu'il faut cette autorisation, j'imagine qu'il y a une raison. Alors normalement, effectivement, quand on donne un médicament qui n'est pas autorisé pour cette forme d'application, parce que c'est pour une forme pour les animaux, il faut demander une autorisation auprès du médecin cantonal. Et par la suite, il faut aussi, puisque vous êtes les représentants thérapeutiques, vous êtes les maris, il faut votre d'accord pour que ça soit administré. Donc ça, c'est une question maintenant pour moi, hein, M. Fisquet. Est-ce que vous avez signé un consentement éclairé? Pas du tout. J'ai appris qu'ils avaient utilisé l'ivermectine 15 jours après. Ça fait le 15 novembre à peu près, ça fait presque même un mois, 3 semaines, un mois après. Et c'est quasiment moi qui a fait des recherches, un collègue de travail qui a fait des recherches.
et qui m'a dit, je pense qu'ils l'ont soigné avec ça. Et j'étais leur demander, ils ont nié d'abord. Et puis finalement, c'est en ayant le dossier médical à la fin, quand elle était déjà décédée, que j'ai vu qu'effectivement c'était bien l'ivermectine qui avait été délivré. Donc là aussi, la transparence, vous voyez, moi je commence à douter quand même. Hein. C'est intéressant, vous n'avez pas osé parler avec les collègues du CHUV. Voilà, j'ai parlé avec un de vos confrères à Montreux qui s'intéresse pour l'homéopathie. Est-ce que vous êtes d'accord que je donne quelque chose qui ne coûte rien, qui n'est pas toxique je prends tous les risques sur moi, je suis le représentant thérapeutique, mais vous n'avez pas osé le faire. Je n'ai pas osé. C'est une question, effectivement, il faut se poser. Pourquoi il n'y avait pas de dialogue? Pourquoi il n'y avait pas de dialogue? Quel était le problème? Parce qu'on devrait dialoguer pour le bien de votre épouse. Mais parce que, pourquoi il n'y a pas un dialogue? Quand le dialogue est dans un seul sens, que c'est l'autorité qui parle au petit Pékin comme moi, comment voulez-vous qu'il y ait un vrai dialogue? Moi j'écoute, le 95% des gens écoutent, ils disent oui, amen au médecin. Moi pas. Il fallait que je comprenne certaines choses et ils sont perdus quand il y a quelqu'un qui leur pose des questions ou qui ose leur dire non, je suis pas d'accord. En fait, on revient sur la thématique du consentement éclairé. Et effectivement, c'est au patient que revient la dernière décision. Et puis si le patient n'a plus la capacité de le faire, comme c'était le cas de votre épouse, Laurent, eh bien c'était au mari ou alors à la personne qui avait été désignée par Léonce si elle l'avait fait. Mais bon, j'imagine que c'était vous. Et elle n'avait pas pris elle n'avait pas dit volonté particulière, elle n'avait pas signifié avant. Donc c'était à Laurent de prendre les décisions. Et le dernier mot revient toujours au patient, effectivement. Et on peut imaginer qu'un patient refuse un traitement dans un premier temps, et il a très bien le droit de revenir après et de dire « non, finalement, j'aimerais le traitement ». Ou alors le contraire, accepter le traitement pendant un certain temps, même s'il a commencé, puis dire « maintenant, ça suffit, je n'en veux plus ». De même que le représentant thérapeutique peut le faire si le patient n'a plus la capacité de discernement. Une question, M. Fisquet, c'était à un moment donné, c'était effectivement quelque chose qui tournait dans votre esprit, de sortir votre épouse, de rentrer à la maison? Oui, d'ailleurs, je leur ai demandé de sortir mon épouse parce qu'on avait organisé avec un médecin en médecine chinoise, justement par rapport à ce traitement qu'ils ont refusé. Comme ils le refusaient, lui m'a dit écoutez, sortez là. Et puis moi, je vous organise tout ça dans une clinique. C'était pas n'importe quelle clinique, parce que c'était la clinique Boissère. Donc, encore une fois, on est quand même dans le système médical. Et il a dit moi, je vous prends une chambre là-bas et on fera suivre le traitement ailleurs qu'au CHUV. Et puis voilà. Et les médecins, un médecin particulièrement, c'était le médecin du moment, m'a dit non, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et là, c'est quand même des intimidations, parce qu'il m'a clairement dit que si vous faites ça, c'est un crime que vous êtes en train de faire, et on déposera plainte contre vous comme meurtre. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et moi, je trouve que vous comprendrez pourquoi après c'est difficile de discuter. Quand on vous parle comme ça, on est, je sais pas dans quel état vous pouvez imaginer que j'étais quand j'allais pendant 2 mois et demi aux soins intensifs. C'est un état compliqué. Vous avez la boule au ventre quand vous rentrez, quand on vous laisse rentrer, parce que le plus longtemps, j'ai attendu 1 heure derrière la porte avant qu'ils veulent bien me laisser entrer. Donc vous attendez, vous êtes là, vous savez pas si tout va bien, on vous laisse comme ça. Vous attendez 1 heure derrière la porte, vous rentrez. Donc vous voyez dans quelle ambiance vous êtes. Et ça tous les jours. Moi je me levais à 4 heures du matin pour aller travailler, pour pouvoir finir à midi. À 13 heures j'étais à l'hôpital et on me laissait poivroter jusqu'à 14h, 14h30 derrière la porte, alors que j'étais inquiet, je ne savais pas comment ça allait et tout. C'est juste inhumain, je m'excuse de dire ça, mais c'est inhumain. Puis vous êtes dans un état après pas tout à fait normal quand même.
Moi, j'aimerais savoir comment vous êtes formé dans les études de médecine, parce que quand on écoute le témoignage de M. Fisquet, on se rend compte que c'était vraiment très compliqué, qu'il a reçu des nouvelles très pénibles, administrées de manière, vous l'avez dit, inhumaine. Je ne sais pas, quand on fait un métier tel que la médecine, est-ce que on ne peut pas apprendre peut-être à avoir de la psychologie, ou est-ce que c'est pas prévu dans les études? Moi, je faisais mes études de médecine à Vienne, hein, et c'était très théorique. Mais quand j'avais, assez tard finalement, 3e, 4e, 5e, 6e année, vraiment plus de contact avec les patients, j'ai eu très peu d'accompagnement. Tant que les médecins eux-mêmes sont des gens qui ont parfois beaucoup de difficultés à gérer toutes ces souffrances, le stress relationnel qu'il vit avec le patient. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer ultérieurement pour développer non seulement une médecine encore plus scientifique, mais aussi une médecine où l'art à pratiquer la médecine comme un art peut avoir sa place. Parce que c'est tout d'abord le relationnel, mais après aussi la capacité à interpréter ce qu'un être humain vit. Donc pour pouvoir comprendre ce qu'un être humain vit, je dois pouvoir accéder aussi un peu à son ressenti corporel, etc., et ses émotions. Et je pense là, il y a effectivement quelque chose à développer. Sinon, si pour vous, par exemple, M. Fisquet, si quelqu'un aurait juste, peut-être à un moment donné, pris le temps et dit, écoutez, M. Fisquet, prenez place, on va boire un café, on a maintenant 1 heure, et expliquez-moi comment vous vous sentez. Comme on disait dans le film, hein, quelqu'un même qui fait une erreur et qui vient vous dire vraiment bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ok, on fait notre mea culpa et autres, on pardonne tout. Et dans la communication, s'il venait dire les choses un petit peu plus simplement, parfois dans un autre cadre peut-être, à la cafétéria ou c'est pas très loin, eh bien peut-être que ça passerait beaucoup mieux. Peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça s'est passé. Et peut-être que j'aurais pu dire, j'ai un flacon que le docteur m'a donné, est-ce que vous acceptez? J'aurais eu confiance. Parce qu'il faut savoir qu'en général, il y a une équipe qui tourne toutes les semaines. Donc vous n'avez jamais le même interlocuteur. Je dirais même qu'un médecin qui n'a pas envie de prendre une décision fâcheuse, il dit la semaine prochaine, il la prendra à ma place. Moi, je n'ai pas envie. Ce qui peut avoir entraîné, ça c'est moi qui le dis, hein, je m'avance peut-être un peu, mais c'est comme ça que je me l'explique, qu'on puisse attendre 6 semaines avant de faire les traitements, alors qu'on savait déjà tout à l'entrée d'un hôpital, hein, à quelque part, et qu'on pouvait entamer les traitements. Il n'y avait rien qui l'empêchait, ils peuvent chercher tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils disent qu'elle n'était pas transportable. Moi, j'allais tous les après-midi avec elle dans le jardin. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Je suis désolé de le dire. Il n'y a pas de colère là-dedans. Hein. Mais quand on vous dit qu'elle est intransportable pour aller au PET scan, alors que c'est sa vie qui en dépend, eh ben non, moi j'allais me balader en chaise roulante avec elle tous les après-midi dans le jardin du CHUV. Alors vous comprendrez que moi je suis un peu perdu quand je vois ça. Hein. Et qu'on me dit ça, et qu'on dit ça dans les dossiers noir sur blanc. Et ça, franchement, qui peut croire à ça? Maintenant, avec un petit peu de recul, avec tout ce que vous avez fait, qui vous a coûté du temps, de l'énergie et de l'argent, il faut le dire, c'est pas à la portée de tout le monde ce que vous avez fait. Maintenant, si vous deviez vous faire hospitaliser, par exemple, ou un de vos proches, est-ce que vous pensez que vous pourriez encore avoir confiance? C'est pas tellement sur les médecins hein, que ma confiance n'est pas, c'est surtout sur un système, je pense, qui est usé, où franchement il y a un problème. J'ai toujours confiance en la médecine et je pense que le problème n'est pas la médecine, mais qu'une fois elle devrait s'accompagner peut-être des médecines naturelles, être un petit peu moins arrogant. Moi c'est le mot que je retiens beaucoup parce que j'en ai souffert de cette arrogance. Et je pense que s'ils avaient voulu bien analyser un peu ce traitement en médecine chinoise aussi, je sais qu'il y a des hôpitaux en Suisse qui le font, donc c'est pas toxique. Hein. Mais le CHUV, lui, dit que c'est toxique. Et je suis persuadé qu'il aurait pu aussi avoir des résultats, comme la goutte d'eau,
Et pourquoi ne pas travailler ensemble? Donc je ne suis pas anti-médecine, hein, qu'on entende bien. Il y a des faits qui sont là et ils veulent les cacher. Donc qu'ils répondent. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand je vois tout, chaque argument mis l'un après l'autre, ben, gentiment, on voit quand même que je ne suis pas faux. Mais qu'ils le prouvent alors. Si vraiment ils arrivent à me prouver un jour, discuter avec moi. Mais ils veulent pas la preuve, ils ne sont pas là. J'aimerais juste faire un petit témoignage, parce que je n'ai pas pu le faire déjà. Vous remercier, Brian, pour ce film qui est magnifique. Vraiment. Moi, je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu il y a quelques mois parce que vous me l'aviez transféré. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était déjà extrêmement poignant. Et je crois que la 2e fois, c'est encore plus poignant, vraiment. Et Laurence, vous avez une pudeur extraordinaire, mais on sent toutes les émotions que vous ne montrez pas, mais c'est tellement présent. Et je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait, parce que peut-être pour vous c'était aussi un peu thérapeutique, je ne sais pas, mais pas du tout. Mais je pense que ça fait du bien à tout le monde de cette part d'humanité que vous nous avez montrée. Merci beaucoup.